Bonjour à tous. Cette vidéo est spécialement dédiée à toutes les personnes qui aimeraient savoir ce que c'est que la spiritualité africaine, qui aimeraient savoir ce que c'est, comment elle se pratique et aussi et surtout quelle est la place de l'homme dans le monde par rapport à la vision de cette spiritualité. Ainsi, pour y arriver, nous allons faire appel à une personne que vous connaissez très probablement, le célèbre Kémy Séba. Alors, il faut d'abord savoir sur quel système ou sur quel modèle spirituel est-ce que Kémy Séba lui-même il est bâti. Moi, je suis un traditionnaliste africain. Et qu'est-ce que ça signifie? Je suis quelqu'un de profondément porté par la logique de la métaphysique, d'accord. Et je suis quelqu'un qui, parce qu'il a étudié toutes les religions et qu'il est le fruit, justement, de cette multiplicité d'études de religion et de compréhension du paradigme originel africain, je suis quelqu'un qui comprend que la spiritualité de manière globale et la religion, c'est un arbre avec plusieurs branches. Et la racine de cela, c'est ce que l'on appelle la tradition primordiale ou la tradition initiale. Et qui dit tradition initiale, dit un peuple qui peut être porteur de cette tradition. Le premier peuple de l'histoire de l'humanité, pour ceux qui sont sérieux dans leur recherche, c'est le peuple négro-africain, puisque c'est chez nous que la vie est apparue. Donc, la réalité paradigmatique et spirituelle ancestrale de notre peuple est ce que l'on appelle la synthèse de la tradition primordiale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent entre cette spiritualité africaine avec les autres traditions dans le monde? Et donc, je suis lié à cette réalité, mais je ne regarde pas les branches comme des ennemis, je les regarde comme des extensions qui se sont développées en fonction de différents, comment dirais-je, mécanismes et différents facteurs, greffés à certaines cultures qui peuvent être exogènes sur un certain nombre de points. Et il est important que notre peuple puisse se situer par rapport à cette réalité-là. Et comment donc doit-on vivre cette spiritualité traditionnelle en tant qu'Africain? Nous sommes un peuple par essence traditionnel. Qui dit traditionnel dit peuple enraciné dans la logique de la tradition, tradition qui elle-même signifie un lien avec le commencement, avec l'immatériel, avec l'autorité suprême, qui dans son unicité crée la multiplicité. La multiplicité, c'est sa création primordiale. Nous, peuple africain, négro-africain, comme le disait le vénérable et respectable professeur Charanta Diop. Dans cette multiplicité, il nous a été enseigné la nécessité de pouvoir interagir de manière vertueuse entre nous. Quand on parle de l'interaction, on parle d'une interaction qui ne soit pas faite au détriment de l'un et au profit de l'autre, mais une sorte de bienveillance partagée, de telle sorte que la philosophie de l'Ubuntu qui dit « je suis parce que tu es » puisse être matérialisée. Parce que nos populations traditionnelles, lorsqu'elles se réunissent, ne forment qu'un. Ce sont des règles traditionnelles de manière fondamentale. Et ça se matérialise aussi dans le domaine de l'économie, ce que l'Occident appelle notamment la logique du troc, où il essaie de parler vulgairement, de caricaturer, de rendre obsolète un processus qui est un processus traditionnel, historique, qui a toujours porté ses fruits. Il y avait un étalon monétaire, nous sommes les premiers à l'avoir inventé, notamment ce que l'on appelle le débène, donc à l'époque de la vallée du Nil, qui arbitrait les transactions entre les individus. Le débène, c'était une valeur que l'on donnait à un certain nombre d'éléments, d'aliments, de produits, tels qu'ils étaient. Par exemple, 10 chevaux pouvaient valoir 1000 d'ébène. Et donc, en l'échange de 10 chevaux, on devait trouver d'autres éléments, aliments ou produits qui valaient eux aussi 1000 d'ébène. Et lorsqu'on voyait des produits qui avaient donc une valeur équivalente, il y avait un échange. Mais ce n'était pas un échange des uns au détriment des autres avec quelqu'un qui est au milieu et qui est là pour être le garant et tirer bénéfice de cela. Non, c'était un échange vertueux pour que chacun puisse sortir gagnant de la transaction, partant du principe que l'unicité dans sa multiplicité donne la puissance. Ça, ce sont des règles qui sont les nôtres. Mais que peut-on dire alors de ce que nous vivons aujourd'hui et de toutes les innovations et les nouveautés que nous avons apportées dans notre quotidien? Il se trouve qu'avec le temps, parce qu'on s'est éloigné de nos propres principes, on est arrivé à une phase où une population récente à l'échelle de l'humanité est venue avec son propre schéma de pensée et a fini par valoriser et rendre licite, rendre valable uniquement ce qui était récent comme elle. La civilisation de l'innovation, la civilisation de la nouveauté, le monde moderne. Ce qui est nouveau est bon, ce qui est traditionnel, ancien,
est obsolète, doit être rayé de la surface de la Terre. Pourquoi? Parce que le commencement de la civilisation moderne, en réalité de la civilisation occidentale, a été, comme l'expliquait la brillante psychiatre Princess Cress-Welsing, des plus chaotiques. Et parce que des plus chaotiques, des plus barbares, des plus violents dans leur relation, dans leur rapport à l'environnement, ils ont intégré dans leur paradigme que ce qui est issu du commencement est mauvais, doit être oublié. Et lorsque cette civilisation, par la violence des armes, par la sophistication de leurs moyens de persécution, a pu dominer, se propager aux quatre coins de la planète et imposer sa tyrannie, elle a imposé comme règle que ce qui était traditionnel était mauvais. Et ce, dans tous les aspects de la société, y compris dans le domaine de l'économie. Un exemple pour comprendre. Nous sommes aujourd'hui dans une plantation, c'est très important de le dire. L'esclavage lui-même a été défini par la dichotomie entre les moyens de production détenus par une minorité et la force de travail ou le génie artistique ou créatif détenu par la majorité. Et cette majorité, lorsqu'elle fournit l'effort de travail, donne telle une pile, nourrit le système qui est détenu par celui qui détient les moyens de production. Et l'ultime moyen de production, l'ultime outil de production, c'est s'habiller. C'est important de le dire parce que sinon on ne sera pas capable de comprendre. En Occident, le capitalisme est devenu une religion. Aujourd'hui, les gens sont capables de se soumettre, et c'est une règle universelle, malheureusement, pour l'argent. Et celui qui maîtrise, qui contrôle l'argent dans ce système où le matérialisme est devenu la donne, est devenu le dogme, est celui qui contrôle le monde. Et les gens qui, par leur force de travail, par l'énergie propagée, réussissent à accumuler un certain nombre de biais en tant que tels, peuvent parfois, surtout au sein de notre communauté, finir par penser qu'ils sont invincibles, qu'ils sont illimités dans leur pouvoir parce qu'ils accumulent l'argent. Mais il ne faut jamais qu'ils oublient que lorsque, dans un système qui est devenu globalisé, vous remettez en question celui qui est le détenteur de la planche à billets, vous êtes dans une logique d'autodestruction. Et ceux qui vous disent « oui, il faut être riche », ne comprennent jamais qu'ils ne sont riches que dans un système dont ils respectent les règles et où ils respectent le Dieu de ce système. À la seconde où ils remettent en question le Dieu de ce système, ils deviennent paupérisés. On est dans un monde aujourd'hui qui est régi par une caste, par une oligarchie, qui a pour religion l'argent qu'elle a bâti. Et son Dieu, c'est le matérialisme. Raison pour laquelle je dis toujours aux nôtres, vous ne pouvez pas faire de l'argent le centre de gravité de vos vies. Ça doit être un moyen, pas une fin. Aujourd'hui, on est dans une société, que ce soit en Occident ou en Afrique, où l'argent, les gens sont prêts à donner leur âme pour l'argent. Parce qu'ils ont oublié les principes fondamentaux, les principes primordiaux. Or, les valeurs traditionnelles sont vitales pour être capable de sortir de ce piège du matériel, en se rappelant que le véritable pouvoir, c'est la force originelle, immatérielle, et non pas la force matérielle illustrée par les billets. Voilà ce que je peux dire en guise de première réflexion sur cette thématique. Mais parfois, quand on parle de notre paradigme et qu'on essaie de l'illustrer grâce à des concepts extérieurs, surtout ceux qui nous ont été imposés pendant la colonisation, certains nous prennent pour des frustrés ou pour des complexés. Mais quel est l'avis de Kémy Séba à ce sujet? Il y a un certain nombre de frères et de sœurs qui, bien qu'étant évidemment maladivement solidaires de la lutte contre les violences policières, ne se reconnaissent pas dans le slogan Black Lives Matter. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans le slogan qui consiste à dire « Hé, les Blancs, la vie des Noirs compte ». Nous, on respecte tout le monde, mais le blanc n'est pas un baromètre pour nous, pour qu'on puisse lui dire « Notre vie compte, s'il te plaît, respecte-nous ». Si un blanc nous manque de respect, s'il nous marche dessus, on lui prendra la jambe et il n'aura plus de jambe par la suite. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on n'est pas dans une démarche de dire « Hé, la vie des Noirs compte. Nous sommes des êtres humains ». On n'a pas besoin de baromètre de qui que ce soit pour qu'on soit des êtres humains. Dire cela ne signifie pas qu'on est opposé à qui que ce soit. On est solidaire de tous les prolétariats, tant qu'ils sont solidaires de nous autres aussi. D'accord? Les gilets jaunes, tant qu'il n'y a pas de négrophobie, ce sont nos frères de lutte, qu'on soit clair. Mais nous le précisons avec force, avec fermeté, la posture victimaire dans laquelle le néolibéralisme économique et sociétal, façon Joe Biden et son ami néo-marxisme, qui en réalité la rejoint, qui est, à chaque fois j'oublie son nom, Bernie Sanders, c'est pas quelque chose dans lequel on se retrouve. Et de la même façon en France, on ne se reconnaît pas dans, soi-disant, comment dirais-je, cet intégrationnisme noir accompagné de Jean-Luc Mélenchon ou des Inrocks, etc. Il y a des gens qui ne veulent pas de mendicité. Il y a des gens parmi notre communauté qui veulent s'autodéterminer. Il
Il y a des gens parmi notre communauté qui vous disent les brutalités policières, et ils étaient très nombreux aux manifestations, il ne faut pas qu'on se trompe. Tous ceux qui sont partis manifester n'étaient pas des mendiants. Mais que l'on soit clair, il y a des gens qui ne veulent pas une mendicité vis-à-vis de la France. Ce qu'on veut, on l'obtiendra. Certains veulent s'organiser en tant que communauté et qui ne sont dans aucune démarche de victimisation. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Nous prenons la solidarité économique, nous prenons la solidarité culturelle, nous prenons la solidarité politique et nous demandons à notre communauté de cesser d'être inspirée de manière aveugle par le Black Swag américain, alors qu'on s'appelle Sissoko, Dambala ou autre. Et c'est ce que nous disons aux médias. Je n'ai pas envie de forcer les autres à nous aimer. Ils ne sont pas notre baromètre. C'est nous qui devons changer, pas les autres. On doit arrêter de forcer parce que tant qu'on reste dans cette posture victimaire, on arrange ceux qui nous instrumentalisent pour leurs propres objectifs. Tout à fait. Il faut qu'on agisse sans parrain. Et le jour où on fera ça, vous allez voir que la gauche et l'extrême gauche vont se sentir très orphelines. Les inrecuptibles n'auront plus de personnes comme nous à mettre dans couverture de leur bazar, d'accord? Et on pourra agir pour nous-mêmes. Moi, j'ai pas envie de prôner dans le cinéma français, oh s'il vous plaît, une place dans le cinéma français. J'ai envie qu'on crée notre propre cinéma. J'ai envie que, plutôt que de monter une place, je vois mes frères et mes sœurs qui sont dans les partis français, je les vois avec des cravates, le cou est tellement serré, j'ai l'impression de organisons, créons des structures reliées à la Caraïbe, reliées à l'Afrique, créons un circuit économique viable pour pouvoir booster l'économie, parce que sans économie on n'est rien. On est toujours là à crier pas de justice, pas de paix, mais si on n'a rien dans le portefeuille, dans 20 ans on va dire la même chose. Luther King a dit la même chose en 1950, on est aujourd'hui au 21e siècle, certains pensent qu'ils sont plus intelligents que King, je ne crois pas. Peut-être que la méthode de King n'était pas la bonne, même si je l'aime de toute mon âme. Son erreur a été de croire qu'il pouvait changer l'Occident. L'Occident s'est bâti, le système occidental s'est bâti sur l'esclavage et sur la négrophobie. Il faut qu'on puisse le dire. Et dire cela ne signifie pas que tous les Occidentaux sont racistes, parce que c'est faux. Moi j'ai rencontré des Blancs qui étaient plus valables que certains corrompus noirs qui sont à la tête de nos États sur le continent. On doit le dire aussi. Donc c'est pas une question de couleur, mais c'est une question de réelle douleur. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, ceux qui ne se prennent pas en charge sont vus comme des parasites. Arrêtons de tomber dans leurs pièges et prenons-nous en charge. Nous sommes un peuple puissant, nous sommes un peuple digne et personne ne peut nous arrêter. Merci. Concernant la spiritualité africaine vue par Kémy Séba, c'est déjà à la fin. Je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous te donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique et pour un nouveau sujet. À très bientôt.